On vous invite à suivre maintenant, Madame, Messieurs, toute l'actualité africaine dans ce bulletin présenté par Adama Bakayoko. Bonjour. Bonjour, Awa Touré. Bonjour, mesdames et messieurs. Les négociations vont reprendre dès le 5 décembre prochain au sujet du Sahara occidental. Sous la houlette des Nations Unies, les parties en conflit vont se retrouver autour de la même table à Genève. C'est une nouvelle tentative pour espérer mettre fin à un conflit vieux de 42 ans. Jérôme Kouakou. Pour la première fois depuis 2012, les parties au conflit au Sahara occidental se retrouveront à la table des négociations pour espérer mettre un terme à ce conflit vieux de 42 ans. C'est ce qu'a annoncé l'ONU qui étend par ailleurs son mandat sur ce territoire. D'ici les 5 et 6 décembre prochains, le temps de ces nouvelles négociations sera donné à Genève sous la houlette de l'ex-président allemand Horst Köhler, émissaire de l'ONU au Sahara occidental. Dans la résolution des Nations Unies adoptée le mercredi, le Conseil de sécurité promet de ne pas laisser le conflit tomber dans l'oubli. Le Maroc a annexé, on vous le rappelle, le Sahara occidental, région riche en ressources minérales, en 1975. Soutenu par Alger, le Front Polisario réclame un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental. Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie pour ce territoire sous sa souveraineté. Les combats ont depuis opposé l'armée marocaine au Front Polisario jusqu'à ce que les Nations Unies instaurent un cessez-le-feu en 1991 en s'interposant entre les deux parties, une position qu'elle maintient jusqu'à ce jour. L'une des parties au conflit, c'est bien le Maroc. Eh bien, le Maroc impose désormais de nouvelles restrictions de voyage aux ressortissants du Mali, de la Guinée et du Congo-Brazzaville depuis le 1er novembre, des pays qui étaient jusqu'ici exemptés de visa. Les ressortissants du Mali, de Guinée et du Congo-Brazzaville doivent désormais obtenir une autorisation de voyage électronique 4 jours avant leur départ, une démarche qui se fait en ligne. Selon une source au ministère marocain des Affaires étrangères, c'est une période d'expérimentation pour 3 pays et il n'est pas encore prévu pour le moment de l'élargir à d'autres pays africains. Le but toujours selon la même source est de fluidifier les demandes et de connaître les motifs du voyage des ressortissants. Et cette mesure a été prise alors que le Maroc, de nouveau, porte d'entrée principale vers l'Europe, a renforcé sa lutte contre l'immigration clandestine. Des milliers de déplacements forcés du subsaharien du nord vers le sud du royaume ont été recensés et dénoncés par le CADEM, groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et migrants, une politique jugée discriminatoire selon l'ONG et qui se fait sous la pression de l'Union européenne. En 2018, 1900 embarcations vouées à l'immigration clandestine ont été saisies, selon le gouvernement marocain. En République démocratique du Congo, les partisans du président Joseph Kabila ont dénoncé jeudi une manipulation après la publication d'un sondage donnant 2 ténors de l'opposition en tête des intentions de vote à la présidentielle du 23 décembre prochain. Tiemoko Djarasouba. Dans ce sondage publié mardi dernier, Félix Tshisekedi, président du parti historique d'opposition, et l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition Vital Kamerhe sont en tête des intentions de vote devant le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadari, arrivé en 3e position. C'est de la manipulation maladroite que nous dénonçons, a déclaré à l'AFP l'agence France Presse le ministre de l'aménagement du territoire Félix Kabang, porte-parole du Front commun pour le Congo, la coalition électorale de la majorité au pouvoir en RDC. Ce sondage a été réalisé conjointement par l'organisation congolaise Bureau d'études, de recherche et de consulting international Bercy et par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Les deux structures tentent maladroitement de discréditer Emmanuel Ramazani Shadari alors que sur le terrain, c'est le contraire qui est constaté par des personnes neutres et rigoureuses, a affirmé le porte-parole de la majorité au pouvoir. Le ministre a mis en cause l'un des fondateurs de Bercy qui est également directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, un autre poids lourd de l'opposition en exil qui a été exclu de la présidentielle. Le sondage en question a été mené du 29 septembre au 15 octobre dernier auprès de 1179 personnes âgées de 18 ans et plus reparties dans les 26 provinces du pays. Les interviews ont été enregistrées sur des tablettes électroniques à l'aide de l'Open Data Kit, expliquent les auteurs dans une note. Un total de 21 candidats sont en liste pour la présidentielle prévue le 23 décembre en même temps que les élections provinciales. La Constitution
interdit à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, élu en 2006 et réélu dans la contestation en 2011, de se représenter. La tenue des scrutins a déjà été reportée à 2 reprises, fin 2016 et fin 2017. Le 2 novembre 2013, on se souvient, nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont, journaliste, et Claude Verlon, technicien de reportage en mission à Kidal, au nord du Mali, étaient enlevés et tués par leurs ravisseurs. 5 ans après, la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances précises de leur assassinat et sur le mobile de leur enlèvement. 2 enquêtes sont ouvertes, l'une au Mali où s'est produit le drame, l'autre en France. Elle est menée par le juge Jean-Marc Herbeau. Le dernier témoin a été entendu à Paris il y a tout juste 1 mois, signe que l'enquête se poursuit bien, mais l'instruction progresse lentement. Cela en est même déroutant, confie l'un des avocats qui salue cependant, comme tous les confrères, le déplacement du juge Herbeau à Bamako début février. Le prince Charles et son épouse, la duchesse Camilla d'Angleterre, ont passé la journée dans la capitale gambienne hier jeudi 1er novembre. C'est la première étape d'une tournée ouest-africaine et le premier déplacement du prince depuis qu'il a été confirmé comme successeur de sa mère, la reine Elisabeth, à la tête du Commonwealth. Le prince Charles s'est essayé à prononcer quelques mots en langue locale à l'occasion de son allocution hier à Banjul avant de se réjouir du retour de la Gambie au sein de la famille du Commonwealth. Cette décision fut, je peux me permettre, un événement majeur et le choix d'une nouvelle route pour le pays. C'est tourner le dos à 22 ans d'un régime autocratique pour embrasser un nouveau départ déclaré le prince Charles. Depuis février, la Gambie a en effet fait son retour au sein de l'organisation qu'elle avait quittée sous Yahya Jammeh en 2013. Fin de ce bulletin, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à tous. C'était le bulletin d'info présenté par Adama Bakayoko.